Oh, longue émission aujourd'hui. Une émission historique, une émission épique. Après ben des soubresauts sur le courtage immobilier, ben des chicanes sur les réseaux sociaux, on est en train de faire le post-mortem, dis-je, de ce qui s'est passé la dernière semaine. On s'excuse. C'est pas qu'on veut pas être présent et constant, c'est que David et moi, on était partis dans un camp de surf au Costa Rica. Puis quand tu pars en vacances en tant que courtier, tu payes pour 3 semaines après. Fait qu'on était débordés. Fait qu'on s'est dit qu'on rattrapait maintenant, mais on rattrape au bon moment parce qu'on a plein d'affaires auxquelles on doit parler, desquelles on doit parler aujourd'hui. Puis je ne sais même pas par où commencer tellement qu'il y en a. Écoute, on peut peut-être, avant d'aller là, on va peut-être parler, parce que ça m'a fait réfléchir, on était dans un camp de surf au Costa Rica qui s'appelle Surf Simply. C'est un camp de surf, puis qui a un modèle d'affaires très particulier. Là. Les listes d'attente sont de 2 ans pour aller là. Puis ce qui est arrivé, c'est que je m'étais mis sur une liste d'attente, puis je recevais à tous les mois à peu près là, une notification qui disait on a de la place qui se libère pour le camp. Puis à ce moment-là, ils tirent une loterie, puis ils permettent aux gens d'aller sur le camp. S'ils sont pigés, évidemment, il y a environ 200 personnes qui appliquent sur la loterie. Puis j'avais appliqué pour, parce qu'il y a 2 options. Tu as un campeur seul ou en couple. Puis la place qui se libérait était en couple. Donc, j'ai appliqué, puis j'ai appelé Maxime, j'ai dit, j'applique pour le surfing couple, puis ça va être toi puis moi le couple. Fait que on a appliqué ensemble, puis finalement, première application, on est pigé pour partir pour Surf Simply. Fait qu'on est parti un peu dernière minute par rapport à tout ça, on s'organise, puis arrivé là-bas, les préparatifs avec Surf Simply ont été exceptionnels. Les courriels de suivi, et ils voulaient s'assurer que notre chauffeur soit à l'aéroport. Le chauffeur nous a emmenés sur place la veille à notre hôtel. Écoute, l'organisation, c'était pas croyable pareil, là, ce qu'on a vécu comme expérience. Puis ça m'a fait réfléchir à l'expérience client en immobilier aussi, à comment on peut avoir un modèle d'affaires qui permet d'avoir une expérience du client qui est vraiment top pour notre clientèle. Puis arriver là-bas, écoute, ça a été arriver sur place, tu arrives dans ta chambre, la crème solaire est là, les produits de beauté sont là, les chefs cuisiniers t'attendent avec des smoothies, tes coachs sont là, tu surfes, on surfait dans les fêtes 6 jours, 5 jours coachés, 4 heures par jour avec les coachs, 1 heure par jour de vidéo, les photographes, les caméramans étaient là pour immortaliser notre séjour. Quelle expérience de fou! On a brûlé notre coach. C'est la première fois en 7 ans qu'elle voit 2 enragés comme nous autres. Ouais, elle a même débloqué des modules supplémentaires parce qu'elle dit c'est la première fois que je donne ces modules-là, je les débloque. Fait que ça a été... on avait une coach, une fille de l'Australie avec qui on a eu... C'est pas parce qu'on était meilleur que d'autres, c'est parce qu'on était... Notre forme physique fait en sorte qu'on peut surfer bien plus longtemps que tout le monde. Fait qu'on était dans l'eau non-stop. Puis, ouais. Fait que, on a passé la semaine dans l'eau, pas à peu près. Ouais, puis il faut le dire, à l'âge qu'on a, il faut pratiquer 2 fois plus pour devenir bon. Fait qu'on était comme tout le temps dans l'eau. Puis c'est un voyage qui était pas cher. C'est l'équivalent d'une mise de fonds pour une petite maison. Ouais. Qu'est-ce que ça nous a coûté? C'était cher. Et puis, mais ça valait ça. C'est un investissement. Mais l'expérience valait ça. C'est un investissement comme un courtier. Ouais. C'est un investissement. Puis on est revenu dans la tempête. Et puis là, t'as pas rencontré, on est allé souper, pour ceux qui vont à Nosara au Costa Rica, on est allé souper, faut dire qu'on avait pris un petit verre avant, on est allé souper au Jaguar, El Jaguar. Mais c'est comme le petit resto de la place, pas cher, si tu veux pas payer trop cher, tu t'en vas là. Cherche un spot local, c'est ça, mais ça va fermer bientôt, en passant, ça se peut que vous y allez, puis ça soit même plus. Ouais. Fait que ça a été vraiment, ils nous ont servi des beaux gin tonic dans des grosses coupes, là, c'était immense. Puis les serveurs avaient tous des petits chandails avec des élastiques aux couleurs d'un Jaguar. Ouais. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui nous a pogné, il y a une toune qui s'est mise à jouer dans le restaurant, puis on s'est mis à chanter fort. C'est pas n'importe quelle toune, ils ont parti une vieille toune de Billy Ray Cyrus. Ouais. Achy Break Your Heart. Ouais. Puis on s'est mis à chanter ça. Écoute, on a dérangé tout le monde pendant le souper, mais le monde a apprécié, je pense, l'animation. Fait que ça a été une belle soirée. On s'est promené en fat bike dans le village, puis quel beau voyage. Puis j'ai profité, en fait, de faire des petites vidéos parce que je suis en réponse tout le temps. En fait, vous savez, ce qui est intéressant, les réseaux sociaux, ce que j'aime de TikTok, c'est que tu peux échanger puis débattre des choses plus facilement, je pense, parce qu'il y a de la vidéo,
que sur d'autres médiums. Puis, j'ai fait une réponse à une des vidéos que la famille Abatiello a faite sur Ubi. Puis, ce que je disais dans ma vidéo, je disais, écoutez, arrêtez de vous en avoir avec Ubi, puis arrêtez de penser que la famille Abatiello fait ça seulement pour de leur grand cœur qui veulent sauver le public québécois du courtage immobilier. Oui, c'est un faux problème. Puis ce que je disais, c'était pour faire du profit. Puis c'est du monde qui sont dans la pizza, dans la crème glacée, c'est dans les croquettes de poulet. Tu sais, comment, c'est pas parce que tout d'un coup, il y avait une illumination qui voulait faire quelque chose de bien pour le peuple, là. C'était vraiment pour, je pense, un modèle d'affaires pour faire de l'argent. Puis j'ai répondu à ça, puis ça a commencé à rouler pas mal les TikTok que je faisais là-dessus. Mais ça nous amène à aujourd'hui, puis moi, j'ai la capacité de me mettre à la place d'autres personnes. Tu sais, me sentir mal quand quelqu'un vit quelque chose de difficile. Puis ça m'amène à parler du syndrome d'hubris. Est-ce que tu sais c'est quoi? Le syndrome d'hubris? Oui. Non. Le syndrome d'hubris, c'est quand c'est un terme qui a été popularisé par un neurologue qui s'appelle David Owen. Pas David Owen de Mondev à Montréal. David Owen, un neuropsychologue, qui décrit comme étant le pouvoir et la réussite peuvent altérer le jugement et pousser une personne à des comportements autodestructeurs. Puis il y a des manques de jugement. C'est vraiment un syndrome qui existe, comme Will Smith. Tu te souviens de Will Smith? Oui, ben oui. Puis moi, ça faisait une couple de semaines, je regardais Guillaume sur les réseaux sociaux, je me disais, si, il va finir par l'échapper, lui, là. Parce qu'il disait beaucoup d'affaires, puis je trouvais que c'était comme, tabarouette, il va fort. Puis je pense que ça a culminé avec son histoire sur la culture. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps, les opinions sont sensibles au Québec. C'est pas parce que Guillaume a raison ou pas raison, je pense que c'est juste que ça a culminé dans cet événement-là, puis là, ça a l'air de faire mal à tout le monde, à lui, puis à tout le monde autour de la famille. Ouais. Ce que je trouve très plate là-dedans, parce que moi, outre une divergence d'opinion, parce que moi, je considère que ce qu'on fait comme travail, les côtés exceptionnels, est difficile et complexe. Eux le simplifient, puis on parlera tantôt d'ubérisation de notre travail. Mais c'est quand j'ai vu Elisabeth faire une vidéo disant qu'on se dissocie de Guillaume, moi, ma réponse a été, on prend totalement la responsabilité de ce qui a été dit par Guillaume est une famille. Ouais. Puis on va avancer dans de manière positive. Ça a été mon message. Quand j'ai vu ça, on se dissocie de Guillaume, je dis, what the fuck, c'est encore pire, cette affaire-là. Ouais. Fait que je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils s'en vont avec leur ski. Puis écoute, on peut bien parler du bi, je ne suis même pas à ce jour encore allé sur la plateforme. Mais à la base, là, je pense que ce qui est dommage, je pense, c'est que honnêtement, c'est une famille qui, au départ, faisait quand même bien sur les médias sociaux. Là, je pense que tout le monde, ça s'est mis à déraper de chacun de leur côté. Puis à un moment donné, tu dois, quand tu es une entreprise comme ça, d'avoir des relations publiques ou quelqu'un qui va t'orienter, dire on peut aller là, puis on peut ne pas aller là aussi. T'sais. Mais je pense que là, tout le monde sont allés de part et d'autre. Ça a été un astique de foutoir, leur affaire. Puis la pauvre Elisabeth qui a essayé de récupérer ça en disant, on se dissocie, je pense qu'elle, dans le cas de cette crise-là, elle essaie de récupérer et de dire, c'est ça qui est ça, mais je pense que je leur ai suggéré dans les commentaires d'aller faire un petit lac à l'épaule, tout le monde ensemble, puis de se regrouper puis de trouver des solutions. Ouais. Parce que même pour les franchisés, c'est pas évident, parce qu'il y a des franchises qui ont besoin d'eux autres, qui ont besoin de leur leader, puis là, sont pris dans 10 000 projets, la crème glacée, les poulets fritounes, fait que la pizza hawaïenne, fait que il y avait du stock là-dedans. Mais c'est pour ça que le syndrome d'hubris, c'est très, très dangereux, parce que tu ouvres un téléphone à cette heure, tu le flippes, tu enregistres, tu postes, c'est dans le feu de l'action, puis ça donne ce que ça donne après. Avant, les relations publiques, les compagnies, parce qu'il y a une affaire que, puis là, on parle de TikTok, de Martin, franchement instructif, il dit, en compagnie, il faut que tu restes corporate money dans certaines affaires. Ouais. Je pense que tu peux être divertissant. C'est drôle, parce que je regardais Le Frier sur TikTok. Les as-tu vus? Je l'ai pas vu, non. Ils sont excellents, parce que ce monde-là ne sont pas connus, puis je pense même que c'est pas les gens de l'entreprise qui font les vidéos. Ils sont excellents à ce monde-là. Ils sont 10 fois meilleurs, selon moi, que Salvatore. Ah ouais, j'ai pas vu. Oh, ils sont vraiment drôles. Mais tu sais, tu peux pas identifier le monde. Fait que tu sais, c'est comme un acteur qui fait ça, puis peut-être honnêtement qu'ils sont impliqués, mais le gars est tellement bon que je peux pas croire que ce soit un des boss, parce qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Fait qu'il faisait un meeting justement sur voici le nouveau menu, puis il y avait des titres de menu. Tu sais ce que c'est quand tu vas là-bas? Ah ouais. C'était vraiment bon. Fait que je pense que là, avec toutes les marques qu'ils ont, ben c'est sûr que ça
ça vient un peu rejaillir sur tout ça. Mais tu sais, le Québec, on oublie vite. Fait que je pense pas que ça va être de longue haleine, cette affaire-là. Puis je leur souhaite pas, en fait. Moi, je souhaite du succès à tout le monde, puis je souhaite que ça se place vite, leurs affaires. Il n'y a rien de pire que d'être jugé sur une affaire, puis là, que tout d'un coup, tout dérape. Mais fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense. Puis tout le monde, ça parle à tout le monde. Tu sais, tu prends ton vidéo, tu fais une affaire, puis ça dérape. Puis je souhaite ça à personne, mais il faut être très, très à l'écoute de l'ego dans ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Où c'est que ça peut déraper? Puis moi, je le sentais, Guillaume, je regardais, Christy, il va l'échapper. Je pense qu'à un moment donné, puis c'est drôle parce que j'ai écrit à leur partenaire Antoine Routier en privé à un moment donné pour leur dire, écoute, faites attention, vos pires détracteurs deviennent souvent vos pistes de solutions pour comment vous comporter. Puis j'ai pas eu d'autres échanges après ça avec, mais c'était comme une mise en garde un petit peu de dire, c'est peut-être, ça est en train de déraper votre affaire, tu sais, puis... Fait qu'en tout cas, bref, l'avenir dira ce que c'est. Puis comme on le dit toujours, ça peut répondre à un besoin, mais tu sais, quand on regarde Confia, quand on regarde Centris Realtor, il y a tellement d'argent mis dans ces grosses machines-là qu'un petit start-up québécois arrive là, puis soit disrupteur pour de vrai de l'industrie, ça va être la bouchée va être grosse, là. Ben, on se rend compte de changer même des choses dans des industries qui sont installées, même de l'interne, essayer de changer des affaires puis améliorer les processus, c'est très long. Parce que nous autres, en plus, il ne faut pas oublier que le courtage est réglementé au Québec. Ouais. Fait que c'est pas les courtiers qui décident, hey, le formulaire, il n'est pas bon, on va le changer. C'est ça. C'est le gouvernement qui rentre là-dedans et qui dit, on va le changer. Fait qu'il y a tout le temps un délai dans tout ça. Fait que je pense que... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne quand même des pistes de réflexion sur, hey, l'avenir du courtage au Québec, quand on voit ces événements-là qui brasse un peu d'affaires, c'est où? On mérite-tu d'avoir un sommet, genre pas des sommets faunés, là. Tu sais, un sommet, genre, on parle des enjeux de fond du courtage immobilier, les leaders de l'industrie, puis on dit, hey, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on devrait amener pour que ça fonctionne mieux? Ouais. Avoir plus de... Parce que ce qu'on entend souvent, c'est de la transparence, le monde... Puis moi, je me sens mal avec des clients, présentement, on magasine ensemble, puis ils sont en offre d'achat multiple, puis ils savent pas... OK, mais Maxime, comment on se positionne, tu sais, comment on fait pour... Fait que c'est compliqué pour le pauvre consommateur qui est là. Puis, malheureusement, il n'y a pas de système parfait. Il n'y en a pas de système parfait. Le système au Québec fonctionne franchement bien, mais il n'y en a pas de parfait. Fait qu'il faut trouver le juste milieu de tout ça dans des solutions, je pense, innovatrices. Puis, tu sais, les gens disaient souvent sur TikTok, c'était le commentaire, quand tu osais mettre une vidéo en réponse à Ubi, tu te faisais beaucoup insulter, puis c'était tout le temps « vous avez peur ». Ouais. Mais tu sais, moi, je suis un très grand utilisateur de l'intelligence artificielle quand je travaille. Et c'est le meilleur outil qu'on a eu. Fait que tu me parles de quelqu'un qui a peur du progrès, absolument pas. L'intelligence artificielle, c'est mon assistant. Je vais prendre quelque chose, je vais dire, peux-tu m'améliorer ça ou bien le changer un petit peu pour que ce soit plus... Puis tout ce qui est technologique améliore nos pratiques présentement. Fait que le monde qui pense qu'on parlait... pas contre, mais qu'on s'exprimait parce que si tu commettais l'odieux de t'exprimer sur ce projet-là, puis moi, je veux dire, à l'âge qu'on a, puis depuis quand on est en immobilier, j'ai aucun malaise à m'exprimer sur quoi que ce soit. Ben, si t'as l'odieux de t'exprimer là-dessus, c'était comme, écoute, là, tu pouvais te faire ramasser, mais moi, ça me dérangeait pas. Mais encore aujourd'hui, je voyais des courtiers qui s'excusaient quasiment d'avoir parlé. Tu sais, genre, ah non, mais la vidéo que j'ai faite, tu sais, parce qu'Éric Gravel reprenait un courtier qui avait mis une vidéo très inoffensive, genre, qui disait depuis que la plateforme m'a mis au chômage, ben, je suis en chômage, puis il se croise les doigts, mais il se tourne les pouces, mais je suis comme, c'est tellement inoffensif que, écoute, ils ont repris ça, ils ont mis ça sur TikTok comme c'est une grosse affaire. Je pense que quand tu es en affaires, il faut que tu viennes un peu imperméable à ces affaires-là, tu sois capable de prendre la critique qui vient avec. Puis je pense qu'ils ont trop répondu à la critique. Puis deuxième erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'ont trop parlé d'avance sans avoir un plan clair. Oui, puis c'est drôle parce que je voyais un entrepreneur qui parlait récemment puis qui disait c'est important en affaires de bouger dans le silence, de faire tes choses. Puis quand tu es vraiment prêt à lancer quelque chose, tu as quelque chose de novateur, que tu as bêta-testé, ça fonctionne, commence à faire du bruit un petit peu. Mais tant que tu es comme... Parce que la pression est vraiment immense, puis je pense que je le dis dans une vidéo que j'ai faite, ils ont vraiment over-promise puis under-deliver, je pense, sur la plateforme. Puis là, c'est moi qui dis comme courtier, mais je pense que tous les consommateurs s'exprimaient là-dessus hier sur la plateforme en disant bon, on est déçus. On est déçus de ce que c'est. Puis est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'investir temps et argent pour essayer de reprendre ça puis de mettre ça sur le bon pied?
je pense que maintenant, il faut me laisser l'ego de côté, prendre une décision d'affaires aussi là-dedans. Mais ça évidemment, ça va regarder la famille Abatiello puis les partenaires pour voir si on a envie de continuer l'aventure. Mais ça sera pas. Ça va être long, ça va être hasardeux. Ils vont avoir à passer à travers toutes les agences qui voudront plus actuellement que les listings soient sur la fiche. Puis ce qui arrive, moi, ce que je pense, c'est que dans la tête du consommateur, une de leurs forces, c'est de dire on va avoir 100% des listings. Particulier, puis courtier. Sauf qu'à partir du moment où finalement c'est plus 100%, c'est peut-être juste 95%, ben tu peux plus te contenter de la plateforme. Faut que tu ailles sur Centris, faut que tu ailles sur Realtor. Fait que tu peux plus juste aller sur celle-là parce que déjà tu as des trous dedans. Ouais. Fait que déjà, c'est à partir de quand, si c'est 100% du temps puis 100% des inscriptions qui sont là, peut-être. Mais là, le problème qu'on a, c'est que ça ne sera pas 100% des inscriptions ou 100% du temps. Puis un des clients, je visitais ce matin un Plex avec un client que j'ai une offre d'achat acceptée, puis il me disait « Hey, c'est quoi cette affaire-là? » Il dit « Je suis allé là-dessus. » Puis il dit « C'est compliqué la navigation là-dessus, puis ça marche pas. » Mais il dit « C'est vraiment bizarre cette affaire-là. » Fait que je pense que l'idée initiale qu'il y avait n'était pas ça. Moi, je pense que, puis je vais être très honnête avec toi, là, puis l'avenir le dira, je pense que c'est trop peu, trop tard. Ouais. Puis malheureusement, je pense pas que c'est un projet qui peut virer de bord. Parce que s'il avait sorti ça, là, genre top-notch, puis tu sais, les gens l'ont compris assez vite parce qu'il faut que tu donnes beaucoup d'informations pour avoir accès à quelque chose. Le monde ne sont pas cons quand même, là. Fait qu'ils se sont rendus compte que, tu sais, puis c'est ce que je disais, puis je sais pas si j'ai bien exprimé dans un live avec Eric Gravel, mais je dis Centris, c'est neutre. Tu t'en vas là-dessus, ils vont pas te voler tes informations, tu vas prendre ce que tu veux là-dedans, tu vas choisir les maisons que tu veux, puis tu fais ta job, puis tu seras pas spammé de cochonneries. Ouais. Si tu vas te promener sur une plateforme comme ça, ils vendent de la publicité puis ils revendent du data, t'es un peu fucké, t'es un peu pogné avec ça, parce que tu vas faire spammer de professionnels de ci, de ça. C'est pas ça que je veux nécessairement. Je veux magasiner une maison puis voir qu'est-ce qui se passe dans le marché immobilier. Ouais. Puis s'il y a trop d'obstacles puis de friction pour le consommateur, il sera pas intéressé à aller plus loin là-dedans. Là. Fait que je pense que c'était une fausse bonne idée. Et vois-tu, c'est ça. Puis je pense que le concept de dire, ben non seulement il va y avoir les courtiers immobiliers, mais il va y avoir tous les professionnels. Puis c'est, comment il s'appelle, JP Téléphone Maison sur TikTok. Salut, qu'on remercie. Oui. JP a dit un point hyper pertinent. Il est-tu courtier, JP? Je sais pas. Écoute, il est super pertinent quand il a parlé des capsules. Puis il a dit, vous savez qu'un courtier, ça vient avec un carnet d'adresses. Ça vient avec des spécialistes avec qui il travaille, du monde de confiance, qui veut donner à ses clients pour les accompagner dans le processus de vente ou d'achat. Fait que le carnet d'adresses de UB devient de moins en moins pertinent quand même. Oui. C'est drôle parce que il montrait une vidéo, puis pour vous dire comment c'était teinté, déjà dès le départ, puis il montrait le nom de tous les courtiers qui appliquaient, qui soumissionnaient pour... Puis je montrais... il y en avait quelques-uns qui étaient déjà ratés avec des étoiles, des 5 étoiles. Ah oui? Mais la plateforme est sortie hier. Il n'y a aucune transaction. Ils sont notés 5 étoiles. Ah oui? Oui. Regarde, je vais te le montrer sur mon téléphone. J'ai pris un screenshot de ça, puis je me suis fait envoyer tantôt. Fait que c'était hier, puis il n'y a aucune transaction de fait sur UB, puis on a déjà des courtiers 5 étoiles. Oui. Écoute, là, je peux... Regarde, ben ça, tu veux voir. Ça, c'est les noms qu'on... Tu vas pas prendre d'importance tant que ça. Hein? Puis, c'est comme la liste d'Epstein. C'est la liste d'Epstein, oui. Ouais. Mais en tout cas, tu peux pas voir les étoiles, mais il y avait 3 courtiers ou 4 qui étaient 5 étoiles. Mon Dieu. Mais dans le fond, ils peuvent pas être les 5 étoiles, ils connaissent pas ce monde-là. Fait que c'était vraiment particulier. Oui, toi. Eh bien. Fait qu'en tout cas, ceci étant dit, mais comme il disait... C'est normal qu'il n'y ait aucun de ces noms-là que je connaisse. J'en connais pas un non plus. Fait que c'est peut-être en fait, je pense que c'est du monde qui ont dû appliquer sa plateforme, parce que moi, je reçois... Peut-être, c'est ça. Moi, j'ai reçu depuis 15 leads, je pense, depuis hier, qui est un vendeur, veut travailler avec toi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas ouvert les mails, mais à partir du moment où ça peut être tentant pour un jeune courtier de dire « Hey, je vais appliquer, je vais voir ce que c'est. » Exact. Puis je vais faire un bet là-dessus. Fait que je pense qu'il y a ça qui arrive là-dedans. Puis, un des points, je pense, à toucher... il y a énormément de choses qui ont été dites dans les vidéos. C'est dur de tout reprendre. Il y a été beaucoup question de la pyramide des courtiers, de la pyramide des grosses équipes en courtage immobilier. Puis
on est un peu concerné par ça parce que c'était visé un peu vers les équipes comme la nôtre, à dire c'est pyramidal, il y a du monde, vous ramassez des cotes sur tout le monde. Puis j'avais la conversation récemment en disant que, tu sais, vous savez, une équipe immobilière, c'est une association de courtiers. Les gens s'associent ensemble parce qu'il y a des bénéfices. Ce qui veut dire qu'il y a souvent un système, il y a de la formation, il y a des adjointes, il y a des locaux, il y a plein de choses qui font que les courtiers vont venir. Exemple chez nous, puis il y a un plan de carrière établi, puis on permet aux gens ce qu'on veut ultimement. Puis on l'a tout le temps dit, c'est que les courtiers de notre équipe n'avaient plus besoin de nous autres, qui puissent voler de leurs propres ailes, mais qui tiennent à rester dans l'équipe pour l'écosystème que ça offre. La pyramide, puis c'est là que il y a vraiment un disconnect dans le discours, c'est que pas une pyramide, c'est une porte ouverte. Les gens peuvent venir et quitter quand ils veulent. Il n'y a pas de tu t'en vas, mais je te tiens culotte pendant 50 ans, puis tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Tu viens, tu es heureux, bye, super, tu t'en vas, bye, c'est fini. Fait que c'est là que j'ai compris que dans le regroupement qu'il lançait Yubi, personne ne connaissait l'arrière-scène de l'immobilier de façon assez deep pour pouvoir se prononcer, puis avoir une expertise, hey, nous autres, on va guider le consommateur vers de la transaction immobilière. Puis c'est pas méchant envers Antoine, qui est partant là-dedans. Antoine n'a pas une grosse expérience en immobilier. Eric a fait sûrement de nombreuses transactions, mais est-ce que ça lui donne la notion d'expert? Ben, au même titre que moi, je suis pas un expert en époxy. Là, Fait que je pense que c'est là que ça a dérapé, c'est qu'ils n'ont pas de connaissance profonde de l'immobilier, assez profonde, de dire on va se lancer là-dedans, puis on va pogner ça, puis on va faire quelque chose avec. Mais je pense qu'il utilisait un peu aussi l'ignorance du monde qui n'a jamais fait de transactions immobilières pour lancer des chiffres, beaucoup de chiffres, des milliers de courtiers. Ouais. Puis, fait que le monde qui n'a jamais fait de transactions, puis on va se dire, la plupart des haters sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ne feront jamais de transactions immobilières, qui n'ont peut-être jamais fait non plus, là, pour la plupart. Puis ils ne sont pas capables de débattre vraiment d'un point, ils vont juste insulter beaucoup. Mais là où j'ai beaucoup remis en question le jugement de Guillaume, c'est quand il parlait de ça, la fameuse pyramide. Leur modèle d'affaires est pas mal plus pyramidal, puis pas mal plus strict qu'une équipe comme la nôtre. Eux autres, c'est une vraie pyramide. Là. C'est les redevances, tu fais ça de même, ça marche de même. Ta publicité, c'est là, tu fais tant par année, tu nous redonnes tant par année. Fait qu'il y a le franchiseur qui est en haut de la pyramide, puis tu as les franchisés qui sont en dessous. Je disais, hey, ils n'ont vraiment pas pensé à leur discours, ça se peut pas qu'ils parlent de ça de même. Ouais. Parce qu'eux autres sont 20 millions de fois plus pyramidal que nous autres. Puis là, c'est là que j'ai dit, il va commencer à déraper, ce gars-là, parce que tu peux pas dire autant de niaiseries en si peu de temps. Et puis, écoute, si tu veux, on peut parler rapidement des franchises, parce que moi, j'ai pas le choix, je vais vous parler des franchises, parce que ça, c'est une Christie de bonne. Bon, vous savez que nous autres, là, on a tout le temps plein d'idées. Puis, c'est pas toutes des bonnes. C'est pas toutes des bonnes. Des fois, il y a des fausses bonnes idées, comme c'est ça. Fait que là... moi, je m'intéresse à tout, l'entrepreneuriat. Puis à un moment donné, il y avait un secteur à vendre de stick d'entretien ménager dans les secteurs où on travaille. Puis là, je me suis dit, hey, crime a dit, on se fait tout le temps demander des femmes de ménage, on se fait tout le temps demander ce type de service-là. Pourquoi pas? Fait que je vais voir ce que ça donne. Puis je dis, j'ai une adjointe, Hélène, elle va gérer ça, puis ça va être tiguedou. Fait que j'applique sur les franchises, passe la première entrevue téléphonique, je suis retenu comme étant un candidat à la hauteur de ça. Fait que je rencontre le propriétaire des franchises, puis il dit, parfait David, il dit, on va te donner franchise Île-des-Sœurs, Verdun, Sud-Ouest, tout le kit. Il me vend ça, il me fait un package pour ça, petit package. Puis, tu sais, à un moment donné, on est entrepreneur. Parfait, ça a l'air correct. Bing, bang. Signe les papiers, achète de la franchise. On n'est pas à 10 000 près, là. Voilà. Fait que là, on check ça. OK, c'est bon. Puis là, il y avait déjà une clientèle établie dans un certain secteur. Fait que ça donnait un head start. Il manquait des employés. Fait que là, on a cherché des employés. Mais avant de chercher des employés, il a fallu que je passe un stage d'intégration. Parce qu'il faut que je connaisse comment ça marche. Oui. Si je veux engager du monde puis leur montrer... Fait que la stage d'intégration était en deux phases. Il y avait une phase théorique où j'apprenais à laver des toilettes. Puis tu sais, j'ai pas d'organe de la vie, j'ai décidé d'apprendre Fait que écoutez, j'étais allé à la formation, j'ai écouté ce que c'était, comment ça marchait, différents produits. Puis après ça, on est allé sur un stage pratique. Fait que là, j'étais comme le
undercover boss qui allait laver des toilettes sur la Rive-Nord de Montréal. Puis c'est drôle parce que Maxime m'appelle à un moment donné, puis je suis dans la douche, puis l'eau coule, je suis en train de laver. Maxime me dit Théo, je suis en train de laver une douche. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Chris, je suis en train de laver une douche, esti. Fait que là, Maxime, il savait pas, mais j'avais des stages pratiques. J'ai été 2 jours à travailler chez Le Monde. Je comptais ça à ma femme en rentrant à la maison. Je dis, hey, Chris, il est en train de laver des mains. Ah ouais. Écoute, ça a été exceptionnel comme expérience. Je rentrais chez Le Monde, tu sais, comme. Le Monde te reconnaissait avec mon petit kit. Il dit, ça, je te connais. Non, vous me connaissez pas. Sûrement pas, vous me connaissez pas. Fait que j'ai fait tout le kit. J'ai passé l'aspirateur, nettoyé des planchers, laver des toilettes. Mais c'est bon parce que ça te ramène à la base. Moi, là, dans la vie, là, je perds tout puis je recommence, je me dis, je suis prête. Fait qu'on a lancé ça, puis finalement, on s'est mis à avoir de la clientèle, mais je me suis rendu compte que le monde de la franchise, là, ça peut être intéressant, je pense, mais c'est très restrictif aussi. C'est comme, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Les produits, il faut que tu prennes. Les produits, il faut que tu pas là-bas. Il y a tellement de restrictions. Puis, tu sais, l'entretien ménager, c'est drôle parce que, tu sais, je sais pas, je gérais une 50aine de clients, mais c'est plus demandant que des clients en immobilier. Tu appelles à la fin de la journée, ouais, t'as oublié 2 poêles en dessous du lit, fait que là, t'as renvoyé les employés ramasser 2 poêles. Tu n'as pas le choix, là. Fait que, parce que tu veux que les clients soient contents. Mais écoute, c'était toute une aventure formatrice. Je me suis débarrassé de ça il n'y a pas longtemps parce que, écoute, c'était rendu. Tu l'as donné? Écoute, ça a été une aventure. Ça n'a pas été la plus payante de ma carrière, mais quand même, c'était une expérience. Puis, quand je l'ai laissé aller, mais j'ai engagé deux Chiliens, un couple, pour venir travailler dans la franchise. Puis, c'était le fun, parce qu'à la fin, les derniers mois, je l'ai gardé parce que je voulais garder ces gens-là au travail, parce que c'est du monde qui avait travaillé fort pour venir au pays. C'est du monde qui avait des professions au Chili, qui était du monde éduqué, mais qui recommençait à zéro. Fait que ça me faisait plaisir de les aider, puis ça fait partie de la famille, rentrer au bureau, puis voyait tous les courtiers, puis on jasait, puis tout ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est assez, la charité, il faut que ça finisse. Fait que j'ai laissé aller. Fait qu'avant d'aller dans le monde de la franchise, qui est en effet un monde très pyramidal, les redevances, t'achètes les produits là, t'achètes ci, t'achètes ça. Les guenilles, ça peut être ces achètes-là aussi? Hein? Les guenilles, microfibres. Les guenilles, oui, mais enfin, t'achètes tout là-bas, tout. Fait que, mais ça a été... Moi, je le voyais aller là-dedans, je disais à ma femme, tabarnak, il était en stage en train de faire du ménage. Écoute, il était tellement brainwashé, qu'il essayait de me vendre. J'ai dit non, merci. Ben, j'ai essayé de t'en vendre une franchise, mais finalement, j'ai changé d'idée assez vite, là. Mais... des fois, tu as des histoires demain qui te passent dans la tête. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai fait du ménage chez du monde. Fait que si vous reconnaissez, c'est plus que j'ai fait du ménage chez vous. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis je voulais en parler aujourd'hui de ça. Puis on parle de franchise, mais on parlait d'Uber puis d'ubérisation. Parce que je pense que le monde, pendant tout ce phénomène-là d'Ubi, ils ont fait un raccourci mental de confondre 2 nominations qui se ressemblaient. Puis là, tout le monde nous parlait. L'exemple courant, c'était genre du monde qui disait « Gaz qui est arrivé à l'industrie du taxi. » Ouais. Puis Ubi va faire ce qui est arrivé à l'industrie du taxi. Vous êtes fait. Ce que le monde n'a pas compris, l'industrie du taxi, c'est pas un contrat. C'est un transport avec quelqu'un qui est une relation très courte, qui est réversible, dans le fond. Tu débarques moi ici, tu débarques, tu t'en vas. Tu sais. Puis, ce qui est arrivé avec Ubi, c'est que Uber, excusez-moi, même je confonds les deux, c'est qu'il a donné le droit à tout le monde qui a un char, 2 pattes, 2 poumons puis un cœur, de transporter pour rémunération des gens. Right? Puis c'est vrai que le modèle du taxi, c'est un peu particulier parce que tu achetais un permis de taxi, ton parrain était taxi. Il y avait 4 taxis à Montréal, puis c'était, je pense, ça valait 100 000 la copie peut-être, puis ça venait avec le char. Tu avais le char puis le taxi. Puis là, tu faisais ta run de taxi. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, c'était comme... Je pense que Uber a démocratisé ça. Puis ça a changé beaucoup d'affaires. Le modèle d'Ubi, c'est pas de dire à tout le monde « Hey, vous pouvez tous devenir courtier immobilier maintenant, puis vous allez pouvoir aller vendre la maison de tout le monde. » C'est ça que le monde n'a pas compris, je pense. Au Québec, tu peux pas vendre la maison de quelqu'un d'autre. Tu peux afficher ta maison n'importe où tu veux. Tu peux mettre une pancarte devant.
Tu peux la mettre sur les packs, tu peux la mettre sur Kijiji, tu peux la mettre sur du proprio. Tu peux faire ça toi-même déjà. Ça, c'est même pas un problème. Les plateformes sont là. Mais le monde a confondu puis ils ont tout mélangé à faire pendant que le courtage, d'un coup, pouf, ça allait disparaître. Ouais. Ça n'a rien à voir. Puis je pense que le monde était tellement mêlé parce qu'ils connaissent pas le courtage qu'ils se sont dit, hey, à cette heure, on va pouvoir afficher puis être sur Centris avec notre maison. C'est ce qu'ils se disaient. Ouais. Écoute, c'était un foutoir total. Puis là, on dirait que le monde s'est rendu compte. C'est pour ça que quand ça a sorti, ils m'ont dit, hey, c'est quoi? Ouais. Fait que Et c'est ça l'affaire, c'est que le monde ne savait pas. Tout le monde, on a présumé, puis je pense qu'on a présumé juste ce que c'était ou ce que ça tentait d'être. Mais, tu sais, on s'entend, puis on en parlait ce matin. Mettons que tu dis, oh, je vais me lancer par moi-même, je vais vendre ma maison par moi-même. Bon, premier réflexe, c'est de dire, ça va être du proprio, pour bien des gens. Puis là, la plupart du temps, ce qui va arriver, c'est ce que je vois beaucoup, c'est que les gens vont appeler 2-3 courtiers pour se faire une tête sur la valeur de leur propriété. Puis, mettons que tu as 3 courtiers qui leur disent un prix, ben ils vont s'en aller sur, exemple, à vendre par eux-mêmes, sur du proprio, puis ils vont tenter de vendre par eux-mêmes. Ce que les gens n'ont pas compris dans le modèle d'affaires de du proprio, bien évidemment, c'est sans courtier, sans commission. Ce qui veut dire que si tu veux vendre, tu vas avoir toutes les chances de ton bord pour bien vendre. Il faut que tu enlèves la commission de l'équation. Tu ne peux pas le laisser ça au même prix qu'un courtier, mettre ça dans tes poches, puis mettre en vente ta propriété. Ça ne fonctionnera pas. Tu n'as pas d'avantage compétitif. Puis, la semaine passée, des clients me demandent d'aller visiter un du proprio. Fait que je prends rendez-vous avec, on va visiter avec les clients. Là, le gars, il est là, c'est un dimanche après-midi. De toute évidence, on est les seuls visiteurs. Il nous attendait, il nous a fait visiter au complet. Là, je me suis dit, faut que tu veuilles à tabarnouche. T'as un courtier qui vient dans l'après-midi avec ses clients. Il nous fait visiter. Il partait de je sais pas où. Le gars fait visiter une maison à Montréal. Honnêtement, il n'a amené aucune valeur ajoutée dans la visite. Là, il ne savait même pas où se placer tellement que c'était malaisant. Puis, 2 jours après, je vois apparaître la maison sur Centris. 50 000 de plus. La maison était déjà trop chère. Fait que si avec un courtier qui se spécialise là-dedans, puis qui a fait monter le prix, puis que là, tu dis, tu sais, déjà, tu cherchais à sauver de l'argent. Joël, je flippe. Joël. Puis là, ben, tu cherches à sauver de l'argent, mais là, tu es en train de t'auto-poignarder puis t'auto-saboter avec une mise en marché complètement abracadabrante. Tu montes le prix, tu es déjà trop cher. Tu sais, le monde, il s'attaque pas aux bonnes affaires. Tu veux vendre par toi-même, fine. Utilise des bons outils, puis tu vas arriver à ta fin. Mais c'est rare que les gens veulent utiliser des bons outils. Oui, mais tu sais ce que j'ai toujours dit? Se vendre par toi-même, là. Puis t'es pas sûr comment ça va se passer, engage un courtier. Mets ta maison en vente. Ouais. Tu vas recevoir des offres, tu vas voir ce qui se passe. S'il n'y a rien qui fait ton affaire, cancelle ton contrat, vois tant qu'il s'expire. Là, tu vas savoir combien ça vaut, selon ce que tu as eu comme activité. Va l'afficher toi-même. Enlève la commission, puis va l'afficher toi-même, tu vas savoir exactement où. Mais commence par un courtier, voir avant. Mettre une propriété avant avec un courtier ne te coûte strictement rien. Là. Ouais. Je veux dire, le courtier fait l'effort de tout. Puis comme j'ai dit, moi, je force personne à vendre des maisons. Si le bon prix, les bonnes conditions arrivent, c'est parfait. Sinon, il y a d'autres options. Oui, mais ça arrive, puis c'est drôle, je le dis tout le temps à mes clients. Tu sais, on le voit beaucoup, puis tu sais, je le comprends, c'est une fierté pour les courtiers, coupables de ça dans le passé. Dire, hey, vendu en 3 jours, 50 000 de plus. À la fin de la journée, là, la seule raison pourquoi ça arrive, ça, c'est que le travail d'équipe, il est bien fait avec le vendeur. Exact. Le vendeur prend des bonnes décisions. Il est bien éduqué sur le processus immobilier. Il comprend ta plus-value, puis il te suit là-dedans, puis il dit, écoute, OK, je comprends où tu t'en vas avec ta stratégie. Parfait, je m'en vais là-dedans avec ça. Mais c'est un travail d'équipe. Le succès d'une vente, c'est un travail d'équipe. J'étais avec des clients avant de venir ici. Puis c'est drôle, c'était vraiment le fun parce que... Puis le monde oublie toute l'arrière-scène qu'il y a des transactions immobilières. C'est des clients qui m'appellent. Puis ça dresse un portrait un peu de qu'est-ce qu'on fait puis de tout ça. Puis il m'appelle pour vendre. Lui, il est physiothérapeute, puis il me dit, Maxime, je vais vendre mon immeuble commercial sur la rue Beaubien. Puis, je vais le voir. Puis, tu sais, le semi-commercial Montréal, c'est dur à vendre, tu sais. Surtout dans ce coin-là, c'est pas un coin qui est super hot, mais tu sais, en tout cas, fait qu'on parle de tout ça. Puis là, on a beaucoup débattu le prix au début parce qu'il dit, je pense que ça vaut 1 million. Ça vaut pas 1 million. Regardez, le financement, c'est difficile. Voici le prix de mise en marché que vous devriez le mettre pour qu'on puisse avoir des bons résultats. Mais considérez que ça ne sera pas
un walk in the park, parce que ces immeubles-là semi-commerciaux, c'est jamais un walk in the park. Puis j'ai mis à vendre, puis ça a été assez rapide. J'ai eu 3 offres d'achat dessus. Pas des offres, là, en passant, il n'y a pas des offres mirabolantes là, à 100 000 en haut du prix. C'est vraiment genre une très, très basse, une moyenne, puis une au prix. Ça ressemble pas mal à ça. Puis, mes clients, j'étais assis chez eux après-midi, puis ils ont dit « Hey, Maxime, tu veux-tu dîner avec nous autres? On a fait du bon pain frais. » Fait qu'ils m'ont fait du pain frais, huile d'olive, tout ça, puis on était assis. Puis elle me regarde, elle dit « Maxime, je pense que ça s'est passé comme ça parce qu'on t'a écouté. Ouais. Parce qu'au début, on avait une résistance à t'écouter sur le prix. Fait que le fait qu'ils m'aillent écouté, parce que d'être capable de recevoir ça en tant que client, ben, ils ont 50% de la job qui revient totalement à eux, qui Absolument. ont accepté. Le crédit revient au vendeur. Puis il y a 50% que c'est le marché, puis c'est la job qui est faite autour. It is what it is. Ouais. Là. Puis moi, j'ai fait une stratégie de fun avec eux autres parce que je fais beaucoup d'affaires bien créatives. Je disais, écoute, ça va être dur à vendre. Fait qu'on va faire un scénario de balance de vente tout de suite. Fait qu'il était en première hypothèque pour 5 ans. Mise de fonds de 100 000. Puis les autres disaient, hey, c'est une bonne idée, Maxime. Puis nous autres, on l'a acheté comme ça à la bâtisse. Ah ouais? Ouais. Puis écoute, c'était le fun. Faire ces transactions-là sont plus compliquées. Il faut avoir une expertise, mais c'était vraiment le fun. Ouais, les transactions qui sont créatives comme ça, où tu as besoin de mettre un peu plus de jus de cerveau là-dedans, sont le fun parce qu'ils sont challengeantes. Puis, c'est un semi-commercial vendu en une semaine. Ouais. Attache ta tuque, là. C'est parce que c'était compliqué. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. C'est que les gens, elle me disaient, ben c'est parce qu'on t'écoutait. Puis ils ont été assez humbles pour dire, ouais, puis cette personne-là devant nous connaît sûrement mieux notre marché que nous autres. Fait qu'on va y faire confiance. Ouais. C'est drôle parce que on passe du coq à l'âne. J'ai rencontré récemment un client qui est pour vendre sa propriété, puis c'est un ancien courtier immobilier. Il me l'avait pas dit au téléphone, puis on a jasé un peu au téléphone, puis non, c'est pas vrai. J'ai jasé avec sa blonde. Fait que lui, je le savais pas, c'était lui le propriétaire, elle, c'est sa blonde. Fait que je les rencontre, puis c'était cool parce que quand j'arrive sur place, le gars me dit, j'étais assis à la table, puis j'ai amené Anthony de l'équipe avec nous parce qu'il voulait venir faire un petit stage d'observation, puis le gars me dit, il dit, écoute, je voulais pas te le dire, mais ma première affaire, c'est que honnêtement, tu es un peu ici parce que ma blonde veut que tu viennes, mais j'ai vraiment l'intention d'aller sur du proprio et d'un, puis de deux, je suis un ancien courtier. Fait que c'est ça qui a mis la table à la rencontre. Ça a été une super belle rencontre. Puis à un moment donné, il parlait de la commission parce que c'est normal. Tu sais, je le vois tout le temps, les gens ils travaillent fort pour économiser de l'argent. Des fois, ça semble gros les montants de commission quand tu comprends pas trop ce qui est impliqué, mais j'ai repris vraiment le processus de vente de A à Z. Il était courtier il y a 20 ans, OK? Fait que ça a quand même beaucoup changé. Puis quand j'ai repassé à travers le processus de vente, ce que j'ai trouvé super le fun, il dit, David, dans cette rencontre-là, j'ai appris énormément. J'ai vraiment repassé. J'aurais pu prendre pour acquis, c'est un courtier, il connaît ça, je ne passerai pas à travers ça, mais j'ai repassé à travers l'offre de service complète, dire voici qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Puis, ultimement, il dit ouais, mais tu sais, David, il m'a payé 4-5 écoute, mes chums, là, ils ont tous vendu récemment. Toute la gang, ils ont vendu à 9 multiples. Puis, j'ai posé la question il était-tu du proprio? Il m'a dit non. Puis je pense que c'est là qu'il a compris que par toi-même, ça n'arrivera pas. Là. Ouais. Puis on parle, écoute, là, je vous dis, on a tellement d'histoires à raconter des fois que c'est comme. Je vais finir cette histoire-là, mais je vais finir aussi sur ce qui s'en vient parce que j'ai des affaires à vous raconter aussi. J'ai justement un client qui m'appelle, fait 2 ans que je suis en contact avec. Puis il m'appelle, il dit écoute, Maxime, je veux vendre mon triplex, c'est le temps. Puis, j'ai déjà mon acheteur, mais je suis au Mexique, je veux que tu t'occupes de ça. C'est ma locataire. C'est une amie. Puis, mon client, c'est un bon gars. Fait qu'il dit, contacte-la, puis occupe-toi de ça. Puis, c'est une maison qui a besoin de travaux, mais pas tant que ça. C'est du standard de Montréal, tu sais. Fait que je dis, écoute, mais ça semble que tu vends pas cher ta maison. Tu sais, ouais, je sais, mais il y a des travaux, puis j'ai des discussions assez sérieuses avec lui. J'écoute, puis c'est moi qui insiste. Je dis, gars, ça te dérange pas, je vais aller négocier. On va monter au moins un peu ta maison, tu sais. Ce n'est que pour couvrir mes honoraires, tu sais. Fait que négocier à hausse. Puis je vois que les acheteurs, c'est pas du monde expérimenté, clairement pas. Puis je pense qu'ils prennent une bouchée un peu trop grosse pour eux autres, mais je dis rien, tu sais. Fait que on se ramasse délai de financement. Le financement est refusé. Fait que
Puis là, comprenez bien qu'ils voulaient vendre à des amis. Fait qu'ils vont dire, pourquoi tu as besoin d'un courtier si tu vends à des amis, là? C'est what the fuck, tu sais. Fait que, il y a un courriel qui revient le lendemain, il dit, écoute, là, on n'a pas passé au financement parce qu'il y a trop de travaux, mais potentiellement, si toi, tu fais les travaux, ce qui voulait dire aussi, entre parenthèses, c'est que si tu fais les travaux puis tu assumes les imprévus, puis après, tu me livres la maison nickel. Neuve Au même prix. Puis en plus, on a déjà trouvé un locataire qui est prêt à rentrer. Caroline. Là, mon client disait, hey, saute wow, là-dessus. Wow, tabarnak. Là, wow. Tu sais, ça va loin, cette affaire-là. Fait que je dis, regarde, Jason, prends l'opportunité de juste fermer les livres là-dessus. Puis de toute façon, le financement est mort, c'est terminé. On va parler des vraies affaires. Ta maison, mettons que c'est 950 000 sur le marché. OK? Puis, by the way, là, je veux que tu saches, j'ai des acheteurs qui m'ont contacté la semaine passée. Ils habitent à 4 portes à côté, puis ils sont intéressés à l'acheter ton bloc. On peut faire la mise en marché si tu veux, ou je les fais visiter, puis on voit ce que ça donne. Tu fais la visiter, Maxime, je te fais confiance. Que les acheteurs rentrent là. Maxime, c'est parfait. Christy, ça peut pas être plus parfait que ça. Il y avait même eu une offre d'achat acceptée à Québec la veille comme investissement. Il était tout content, il l'a annulé tout de suite. Il disait, écoute, Maxime, c'est ça qu'il me faut dans ma vie. En plus, j'attends un deuxième enfant, je vais déménager ici. Entre-temps, le deuxième étage se libère. Fait que lui, il y avait le rez-de-chaussée qui était libre. Deuxième étage se libère. Le client m'écrit, c'est le troisième étage se libère. Mon client est super content, là, il a vendu une petite famille. Mes clients acheteurs sont-ils contents? Ils capotent. C'est comme, Maxime, on voulait absolument ça, tu sais. Mais mon client vendeur, il a vendu plusieurs dizaines de milliers plus cher, là, tu sais. C'est comme bien plus cher. Mes clients, puis là, évidemment, ce qui est arrivé, c'est que les acheteurs amis, ils sont en tabarnak. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils envoient un courriel à mon client. T'es pas correct, t'es vraiment pas correct, t'aurais dû faire les travaux, t'aurais dû prendre les locataires, t'aurais dû nous la vendre. Si t'organisais avec le gars des vues, on pense que c'est le gars qui a fait la soumission pour la fondation, qui a toute une hostie d'histoire, toi. Fait que mon client, es-tu content de ne pas l'avoir vendu finalement? Fait que j'ai fait une vidéo TikTok là-dessus qui disait, écoute, tu penses que vendre un ami, c'est une bonne affaire? Le chat pogne à peu près tout le temps dans ces affaires-là. Fait que, mais tu sais, tout ça pour dire que je suis intermédiaire, je représente évidemment le vendeur, les acheteurs, ils ont aussi un avis de non-représentation, tout le monde est content, mais tout le monde est content dans cette transaction-là. Puis si j'avais pas été là, elle ne serait jamais fait cette transaction-là. Fait que, c'est ce qui est vraiment c'est la raison pour laquelle je suis encore sur le terrain à faire des transactions. J'aime encore voir le monde heureux, dirais. Ouais. Ils sont contents. Écoute, ils me disent, je suis reconnaissant. Ouais. Écoute, c'est drôle parce que je te le racontais l'autre fois, j'ai des clients qui ont fait des offres d'achat et des offres d'achat sur des condos, pas capables de rien trouver, en offre multiple, la vraie gale, là, tu sais. Puis à un moment donné, je sais que la dernière transaction, ça leur a fait mal. Ils ont tout mis sur la table. Puis ils ont été refusés. Puis ça va m'amener, ça va nous amener peut-être à parler au phénomène des promesses d'achat tantôt, mais bref, quand il était refusé, j'ai vu que c'était comme un gros coup. Fait que je leur ai envoyé une petite vidéo, j'ai dit, écoutez, tu sais, il faut accepter dans la vie que des fois, c'est peut-être juste pas la bonne, puis malheureusement, c'est ça, puis je vous envoie bruncher toute la famille, puis allez bruncher, profitez-en, décantez ça, puis pendant qu'ils sont en train de bruncher, ils m'envoient des photos, puis ils m'ont écrit, ils ont dit, David, ça a fait toute la différence, ça nous a fait du bien de se faire remonter, puis je leur ai dit, vous avez été courageux, vous avez eu du gosse de faire une offre en mettant tout sur la table comme ça, mais c'est pas arrivé. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'avais, à force de visiter avec eux autres, j'avais en tête, je savais ce qu'ils voulaient. Fait que j'ai fait des téléphones dans le secteur où ils voulaient. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui ne voulait pas vendre son duplex parce qu'il y avait quelqu'un qui était deux propriétaires du duplex. Eux demeurent en bas, la maman reste en haut. Puis la maman ne voulait pas déménager, mais les jeunes professionnels, elles, voulaient déménager pour une maison. Fait que finalement, j'écoute. Je l'avais vu un an plus tôt, sa maison, je pense que j'ai des acheteurs pour toi. Ça te dérange-tu? Je peux te vendre en indivise, je vais t'organiser toute ta convention, on va s'occuper de ça pour toi, diviser, faire la convention. Puis mais ces clients-là ont visité, puis elle s'est mise à pleurer pendant qu'elle visitait. Elle dit, David, je ne peux pas trouver mieux que ça. Tu sais, quand tu as du monde de même qui sont tellement heureux, tu dis, OK, ben j'ai fait ma job. Tu sais. Ouais. Fait que... j'aimerais ça parler dans les prochaines émissions. Puis là, c'est un note to self, mais je vais parler, je ne sais pas si tu le savais, mais là, je m'engage, je vais vous amener dans le processus de faire les travaux compensatoires pour payer des tickets à Montréal.
Ah ouais. Là, j'ai pris des étiquettes avec mon épicerie pour du bruit. Ouais. Écoute, ils m'ont donné 3000 pièces d'étiquettes, puis on était partis en voyage. Fait que j'ai pas pu les contester parce que Stifi, changement d'adresse de bureau, j'en reçois étiquette, c'est comme, par défaut, ils ont procédé. Puis là, je n'ai pour 3000 à payer. J'ai dit, moi, je paye pas 3000 pièces d'étiquette à la ville. Puis ils me donnent l'option de faire des travaux compensatoires. T'es-tu sérieux? Yes, sir. Fait que là, il faut que je me présente au greffe à la Ville de Montréal. Il faut que je leur prouve que les revenus de l'entreprise sont que je n'ai pas. Puis c'est une épicerie, dans les premières années, c'est tout le temps déficitaire. Ouais. Comme une franchise, toujours déficitaire. Pas d'argent qui se fait là-dedans. Puis le fonds de roulement, il n'y a pas grand-chose parce qu'il faut que tu payes tout le temps. Il faut que l'inventaire. Fait que là, si tu leur prouves ça, ils vont me référer à un organisme communautaire. T'es sérieux? Et je m'en vais faire des travaux compensatoires pour payer des tickets. J'ai assez hâte que je vous amène là-dedans. Il va falloir que tu documentes ça, t'as pas le choix. J'amène ma GoPro avec moi. C'est sûr. C'est sûr que j'amène ma GoPro avec moi, puis ça va être un succès total, cette affaire-là. Puis là, j'ai demandé à la fille, j'ai enregistré l'appel. Ah oui? Mais oui, j'ai enregistré l'appel, Stifi. Là, j'expliquais à la fille, je dis là, faut que je prouve. Mais elle dit, tu vas te présenter, puis ils vont te juger on the spot. Bon, fait que tu sais, Fait que là, faut comment t'organiser? La tuque, tu croches à la tête, la camisole, les jeans troués, le bottes à cap, puis je vais aller me présenter là. Ah oui? Ouais. Je vais tout documenter ça. Je me présente ici à la ville, puis je vais voir. Fait que j'ai hâte de faire ça. Je vais vous parler aussi des demandes de dérogation de la ville, copropriété divise, parce que je suis là-dedans aussi. Moi, ma vie est un feu roulant, mon chum. Fait que je vais vous parler de ça aussi. Je vais parler du développement des arrière-cours aussi dans une prochaine vidéo qui s'en vient. Tout ce qui est, j'ai un client qui m'a appelé, qui a une imprimerie dans sa cour arrière, il veut développer puis l'habiter. Je veux qu'on parle de ça aussi. Fait qu'on a plein de sujets qui s'en viennent bien intéressants. On va parler des offres d'achat, le processus des offres d'achat aussi, puis le nouveau programme pour acheteurs qu'on a aussi. Oui, fait qu'il y a bien des affaires à parler. Fait que le fin mot de l'histoire, on parlait du syndrome d'Hubris. Faisons attention, soyons à l'affût les uns des autres. Quand quelqu'un commence à l'échapper. Est sur le bord de l'échapper, il dit hey, t'es sur le bord de l'échapper, arrête. Ouais. Mais les médias sociaux sont propices à ça. Hein. C'est drôle parce que... Mais moi, je vais te dire le vidéo que j'ai faite, que j'allais au champ. Ouais. Je ne l'ai pas échappé. Ah, ça, c'était bon, là. C'était dit, là. C'était bon, ça va pas de bon sens. Écoute, je me suis dit, si Arnaud Soli peut faire un vidéo... T'as-tu vu son vidéo? Non. Les jumeaux de queue qu'il appelle? Ah oui, j'ai vu ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que tu peux... Je pense qu'on... C'est ça, les gens, des fois, disent... Ils sont prêts de voir l'humour... Ben, ce qui est vrai. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, la satire, que le monde ne sait pas si c'est vrai ou pas. La fine ligne de ce que c'est puis de ce que c'est pas. Ouais. Puis moi, je suis un pain sans rire dans la vie. Tu sais, j'aime ça rire, j'ai mon sens de l'humour. Puis, mais ça m'a fait rire parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ça très drôle, tu sais. Et ça m'a fait rire parce que, Maxime, je vais te donner ça. Tu es très bon pour répondre au monde. De façon humoristique, mais tu n'es pas sûr, tu sais. Ouais, t'es pas sûr. Ouais. Même, je suis obligé de dire des fois, il faut que tu comprennes mon humour. J'ai dit même franchement instructif, il y a genre un message, il faut que tu comprennes mon humour parce que je ris pas de toi quand je t'agace, genre sur tes. C'est que je suis le même. Tu sais, genre, moi, je vais te dire, genre, tu sais, hier, il buvait sa tasse. T'entendais le métal. Tu bois-tu du métal? Style Martin, là, je t'ai donné de manger sa soupe au poulet en canne. Hey, merci d'être là, tout le monde. Puis on vous promet d'être là. Puis merci à tous les commentaires qu'on reçoit. Il y a plein de monde qui nous écrivent. Oui, vraiment. Là. Et puis le monde, c'est Rémi Beauchamp qui nous disait ça. J'espère que tu écoutes encore, Rémi. Je pourrais vous écouter de parler de n'importe quoi, tu sais. Bien, on aime ça de parler de n'importe quoi, je pense. Puis plus on en fait, plus on parle de n'importe quoi. Fait que, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Puis je veux parler d'un autre sujet. Je veux parler de la mort bientôt. Ouais. Parce que j'étais assis. D'ailleurs, c'est ça. Ouais. J'étais assis chez les clients, puis on prendrait des notes après, là. Puis il habite derrière un cimetière. Tu es assis en cuisine, puis c'est le cimetière. Ah ouais, hein? C'est très contemplatif. Tu disais, c'est là que je vais m'en aller, mais moi j'avais pensé à la mort de ma vie. Jusqu'à peu près là, dans ma vie, je me dis, hey, Stifi, ouais. Le père de ma première blonde, Rosalie, est mort. Ben oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Puis c'est en fait de quoi? Je disais, hey, c'est bol. Ouais. À chaque fois que je descendais dans le sol voir Rosalie, je croisais Joe. Ah oui, hein? Ouais. Ma première blonde. Ben oui. Non, c'est ça, je pense que quand tu vois les gens partir, puis là, on a une autre notion, il y a l'aide médicale à mourir. J'ai accompagné une dame récemment pour la vente de sa propriété. Elle a demandé l'aide médicale à mourir, puis on a fait le notaire quelques jours avant. Wow.
Ouais, fait que tu sais, d'accompagner le monde dans des contextes comme ça, c'est quelque chose en maudit, là. T'as-tu écouté le film de Superman sur Amazon? Non. Moi, j'ai de la misère de voir du monde souffrir, là. Ouais. Ce gars-là, c'est un astifi d'histoire. Tu sais, on oublie qu'en 95, il est tombé paralysé. Ouais. Puis après ça, sa vie a été comme... Ah, ça a été l'enfer, asti. Tu sais, une chaise roulante, tu sais, c'est astifi. Puis moi, tout le monde, quand je vois du monde comme ça, en chaise roulante, tout ça Mais ça t'apprend à être reconnaissant de ce que t'as aussi, hein? D'avoir la santé, de... Ouais. C'est pour ça que le monde parle beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, puis moi, j'ai tout le temps... Sincèrement, je m'en tape carrément de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est vivre en santé le plus longtemps possible. Ouais. Fait que le monde qui sont à la course à l'argent, il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir plus d'argent que toi. Ah ben ça, là, arrête de courir après ça. Là. Moi, ce que j'ai toujours voulu, on est une première génération qui a créé une richesse, toi puis moi. Notre père, malheureusement, avec les défis qu'il y a eu, j'en parle à mon père des fois. Écoute, il a hérité de 50 000, puis il va nous redonner 50 000 quand il va mourir. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Fait que, ouais, pour la première fois de ma vie, je contemplais ça. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça aussi parce que je pense que c'est intéressant. Faudrait inviter quelqu'un, un spécialiste de la mort. Ouais. Tu viens-tu de quand j'étais jeune, j'ai fait une exposé orale sur Face à la barre? Hey, ça, Face à la mort, ceux qui s'en souviennent, Mettais un singe c'était quelque chose en sacrifice. Mettais un singe à la chaise électrique. C'était débile, ça. C'était débile, on écoutait ça. Mais moi, j'ai fait un exposé oral sur la chaise électrique. T'es-tu sérieux? Ben oui, c'est la peine de mort. Les yeux qui sortaient des orbites. J'ai mis cette vidéo-là. Prof qui capotait. Ah oui, on mettait ça à l'école, tu vois. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça a changé l'école à cette heure, là. Tu ne mettrais plus ça, certain, là. Ouais, non, t'as pas le droit. Bon, ben, tu nous as donné bien des idées pour les prochaines émissions. À très bientôt, tout le monde. Et ne soyez pas victime du syndrome d'Hubris. Ni de Diogène. Non, surtout pas si on va vendre votre maison. À très bientôt. Salut, bye.